Bonjour à tous et bienvenue au Paddock F1. Alors enfin, la saison 2026 est lancée officiellement avec les essais hivernaux qui ont eu lieu à Barcelone et à Bahreïn. Toute nouvelle saison, donc nouveau règlement, nouveau moteur, nouveau châssis. Alors ça promettait d'être très excitant. Et ça l'a été. On a eu droit à des surprises et des déceptions. Euh, Déjà en partant, il y avait des problèmes chez Williams, donc qui avait déjà annoncé qu'il ne serait pas à Barcelone. On avait un problème au niveau du châssis surtout. On sait qu'ils ont le moteur Mercedes, donc ils ne sont pas inquiétés au niveau moteur. Mais au niveau du châssis, ben, ils n'ont pas passé le crash test. Donc c'est un crash test, on prend dans le fond le cockpit de la voiture. On soumet un impact à 50G et le châssis en fibre de carbone, la cockpit, ne doit pas être altéré. Ça n'a pas fonctionné pour Williams la première fois. On a dû resolidifier le cockpit et la deuxième fois, on l'a passé. Toutefois, le fait de renforcer ce châssis-là, ben, ça l'alourdit. Donc, on a été pénalisé à ce niveau-là. Au niveau d'Aston Martin, on a eu des retards aussi. Donc, on a manqué la première moitié des essais de Barcelone pour des problèmes de moteur. Donc, il semblerait que le moteur Honda, vous savez, bon, Honda développe son moteur et fabrique son moteur de son côté. Chez Aston Martin, on a développé le châssis avec Adrian Newey. Superbe châssis. Mais lorsqu'on est arrivé pour mettre le moteur Honda dans le châssis Aston Martin, eh bien, ça fonctionnait pas. Il rentrait pas, on n'était pas capable de refermer le capot moteur. Donc, puis le moteur était très lourd. Donc, Honda a dû travailler sur son moteur pour le rapetisser, pour lui permettre de bien s'intégrer au châssis. On a dû modifier le châssis aussi. Et le capot moteur pour accueillir le moteur Honda. Déjà, ça partait mal. Honda, qui est le seul fournisseur d'Aston Martin, donc il n'a fourni aucune autre écurie. Et ça pourrait lui nuire aussi. Donc, ils ont manqué, Aston Martin a manqué les premiers essais à Barcelone. Puis, il y a d'autres problèmes qui sont arrivés par la suite chez Aston Martin. On va en reparler plus tard. On va parler des essais qui ont eu lieu à Barcelone. Alors, les essais de Barcelone, le jour 1, le plus rapide a été Adjar. Ensuite, Russell, Colapinto, Antonelli, Ocon. En 6e place, Lawson. 7e, Bottas, Bortoletto et Perez. Seulement 9 voitures ont participé à la première journée d'essai à Barcelone. Deuxième journée, seulement 4 voitures ont pris la piste. Verstappen a fait le meilleur temps, suivi de Leclerc, Adjar et Hamilton. Donc, il n'y avait seulement que les Red Bull et les Ferrari au jour 2 à Barcelone. Jour 3, Antonelli a signé le meilleur temps, Russell le deuxième, Norris troisième, quatrième Colapinto, cinquième Gasly, sixième Berman, septième Arvid Lindblad, le nouveau, le recrue, seul recrue cette saison, et huitième Hülkenberg. Jour 4, Russell meilleur temps, Antonelli deuxième, troisième Leclerc, quatrième Piastri, cinquième Lindblad, sixième Hamilton, septième Lawson, huitième Perez et neuvième Stroll. Là, je parle pas, je dis pas les temps, vous les voyez de toute façon sur le tableau, qui nous est fourni gracieusement par section F1. Donc, vous les voyez les temps, mais ça ne veut pas vraiment dire grand-chose lors des essais hivernaux. Mais quand même, vous les avez, même si je ne les donne pas. Alors, Stroll, donc, qui termine 9e, première journée de roulage pour Aston Martin.
Jour 5, toujours à Barcelone. Hamilton, Norris, Leclerc, Piastri, Verstappen, Gasly, Ocon, Burman, Hülkenberg, 10e Bortoleto, 11e Alonso et 12e Bottas. Comme vous voyez, on a été retardé, on est arrivé en retard chez Aston Martin et on n'a pas vraiment des temps probants. Par la suite, on se transportait à Bahreïn. Donc, première journée pour deux semaines d'essai à Bahreïn. Donc, première journée, Norris a signé le meilleur temps, suivi de Verstappen, Leclerc, Ocon, Piastri, Russell, Hamilton, Gasly. Hülkenberg, 10e Albon, Antonelli, Lindblad, Sainz, Perez, Bortoleto, Bottas, Stroll et Colapinto. Au jour 2, meilleur temps par Leclerc, Norris 2e, Burman 3e, Russell 4e, Hadjar 5e, 6e Bortoleto, Gasly, Bottas, Albon, Hülkenberg, Lindblad, Sainz, Lawson, Alonso, Perez et Antonelli qui n'avaient pas fait de temps parce qu'il n'a fait que 3 tours. Jour 3, donc Antonelli le plus rapide, Russell 2e, Hamilton 3e, 4e Piastri, Verstappen, Hadjar, Ocon, Colapinto, Burman, Hülkenberg, Albon, Lawson, Sainz, Perez, Bortoleto, Stroll et Bottas. On voit qu'Aston Martin ne sont pas là du tout. Ils sont très loin. Donc ensuite, il y a eu la deuxième semaine à Bahreïn. Donc le jour 1. Donc on peut dire le jour 4 d'essai à Bahreïn. C'est Russell, Piastri, Leclerc, Norris, Antonelli, Hadjar, Hamilton, Sainz, Colapinto, Bortoleto, Albon, Lawson, Burman, Gasly 14e, 15e Stroll, 16 Ocon, Alonso, Hülkenberg, Lindblad, Bottas et Perez. Jour 2, la semaine 2 de Bahreïn, Antonelli, alors vous remarquez qu'il commence à avoir une certaine hiérarchie au niveau des écuries. Jour 2, Antonelli, Piastri, Verstappen, Hamilton, Norris, Colapinto, Hülkenberg, Russell, Ocon, Lawson, Albon, Bortoleto, Burman, Perez, Alonso et Bottas. Et finalement, la dernière journée à Bahreïn, Leclerc, Norris, Verstappen, Russell, Gasly, Burman, Bortoleto, Antonelli, Lindblad, Sainz, Piastri, Ocon, Hadjar, Bottas, Hülkenberg, Perez, Stroll. Et Stroll n'a pas fait de temps puisqu'il a fait seulement que 6 tours. Bon, voilà pour les essais, les résultats des essais. Maintenant, les écuries. Premièrement, il est arrivé une controverse avant même que les essais commencent. C'est que les ingénieurs chez Mercedes ont réussi, avec le moteur, de créer un moteur plus puissant. Le moteur, donc le taux de compression d'un moteur de Formule 1, c'est 16 pour 1. Pour vous donner une idée, là, votre voiture que vous utilisez probablement tous les jours, si c'est une voiture à essence, c'est probablement autour de 10 pour 1. Donc ça veut dire que lorsque le piston est en bas du cylindre, c'est 1. Une pression. Et lorsqu'il est en haut du cylindre, donc dans son pic, c'est une voiture normale, c'est 10 fois la pression qu'il y avait lorsque le piston est en bas. En Formule 1, c'est 16 pour 1, c'est le règlement qui l'exige. Chez Mercedes, on a réussi à faire un 18 pour 1, c'est-à-dire lorsqu'ils ont calculé que lorsque le moteur est chaud, bien sûr, le métal se dilate, donc on va gagner en pression du moteur, donc on va réussir à aller chercher à chaud 18 pour 1. Au lieu de 16 pour 1. Donc là, il y a des écuries qui se sont plaints. On dit c'est pas légal, c'est injuste.
On s'est réunis finalement avec la FIA, puis la FIA a décidé de laisser aux écuries, de laisser jusqu'au 1er août à Mercedes pour modifier. Donc, on va permettre 16.1. Présentement, on n'a pas vraiment de moyen de vérifier à chaud, à part prendre les équipements, les cylindres et les réchauffer, en fait. Donc, c'est à température ambiante que sont faits. C'était comme ça depuis toujours, en fait. En Formule 1, on prend les mesures à température ambiante. Mais là, à partir du 1er août, on laisse jusqu'au 1er août aux écuries. Et ensuite, on va pouvoir jusqu'à là, on va essayer de trouver un moyen de prendre les températures à chaud, les pressions à chaud. Et bon, plus à suivre, j'imagine. Donc, ça s'est avéré correct, finalement. Ensuite, c'est quoi les problèmes? Bon, il y a plusieurs pilotes qui ont critiqué. Ferrari est arrivé avec un aileron arrière qui pivote, donc réversible, c'est-à-dire au lieu que l'aileron, la partie mobile de l'aileron arrière, vous savez que maintenant il n'y a plus de DRS. On appelle ça le X-Mode. Donc en ligne droite, autant l'aileron avant que l'aileron arrière vont s'affaisser pour laisser passer plus d'air et enlever le traîner sur la voiture pour améliorer les dépassements. Chez Ferrari, on a été plus loin encore, c'est-à-dire qu'on fait tourner complètement à 180 l'aileron arrière, et ce qui fait que ça a l'effet inverse. Au lieu de pousser la voiture vers le bas, ça la soulève vers le haut. Et bien sûr, on espère améliorer les performances de cette façon-là. Pour l'instant, ça passe. Il n'y a aucune écurie qui s'est plaint de ce système-là. Très brillant de la part de Ferrari. Ensuite, il y a plein d'autres problèmes. Il y a des pilotes qui se sont plaints, qui n'ont pas la langue dans leur poche, qui ont décidé de critiquer publiquement les nouvelles voitures, les nouvelles réglementations. Verstappen a été le premier, je pense. Pour être honnête, ce n'est pas très amusant à conduire. En tant que pilote, je trouve que les sensations ne sont pas vraiment celles de la F1. Et cela ressemble davantage à la Formule E sous stéroïde, de la formule électrique. La livrée est superbe, la voiture est superbe. De toute évidence, les proportions de la voiture sont bonnes. Je pense que ce n'est pas le problème, c'est juste que tout le reste est, à mon avis, anti-course. C'est pas... on passe pas par quatre chemins. Pour moi, oui, ce n'est tout simplement pas de la Formule 1, car dans ce cas, il faudrait mieux piloter en Formule E, en Formule électrique. Son coéquipier, Isaac Hadjar, a eu un petit peu le même, mais il était moins dur, mais il dit que c'est beaucoup de choses à gérer, un peu comme en Formule E. On doit gérer l'énergie, l'électricité, puis tout ça, la batterie. Il y en a d'autres aussi. Charles Leclerc a à peu près ce même discours-là aussi. Je pense que c'est Alex Albon ou Pierre Gasly qui disait on doit faire un lift and scoot, donc ce qu'on appelle, c'est qu'on doit lever le pied de l'accélérateur avant de freiner pour recharger les batteries. Alonso, lui aussi, va dans le même sens. Il parle surtout du virage 12 à Bahreïn. Il dit ici, on prenait le virage 12 à fond. Le talent du pilote était un facteur décisif. Maintenant, on prend le virage 50 km plus lent pour ne pas vider la batterie. Au lieu de la passer à 260, on le passe à 200 km/h. À cette vitesse, le chef cuisinier peut passer le virage 12. On ne peut pas gaspiller de l'énergie à cet endroit pour en avoir plus en ligne droite. C'est ça, les pilotes ont dit on doit lever le pied, on doit magasiner comment on fait. Verstappen a été plus loin, là, ça c'est un résumé. Il a dit que tu dois freiner au maximum, le dernier à freiner, qui peut passer le virage le plus rapidement possible. Là, c'est plus possible, c'est plus ça. On doit conserver le maximum d'énergie pour pas en manquer en ligne droite. Donc, c'est le gros problème. C'est parce qu'on n'a plus le MGHU qui servait
qui utilisait l'énergie, en tout cas qui récupérait l'énergie par le système d'échappement, sont le plus. Donc, on doit utiliser une autre technique, un autre procédé pour récupérer l'énergie. Et là, ça devient plus complexe, surtout que les batteries sont plus grosses et que le moteur consomme davantage. Alors, c'est ça, les pilotes, c'est vraiment pas apprécié des pilotes. Mais tout le monde, comme Verstappen a dit, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Mais bon, c'est pas très très probant pour l'instant. On avait demandé à Lance Stroll aussi s'il y avait des choses positives qui retenaient de ces essais-là. Il a dit la voiture est belle, le châssis est bien, est très beau, et les couleurs sont belles et il fait beau. Alors, pour vous dire à quel point, c'est sûr que chez Aston Martin c'est particulier parce que eux, ça va pas bien. Mais Isaac Hadjar aussi a dit beaucoup de choses là-dessus au niveau de la gestion. C'est beaucoup de choses à gérer. Juste au niveau des départs, ça va être assez spécial parce qu'on doit, comme on n'a plus le système, là, le MGHU, pour créer la pression dans le turbo, ben c'est beaucoup plus long créer la pression dans le turbo. On doit faire révolutionner la voiture beaucoup plus longtemps. Puis ça, ça pourrait faire en sorte, je pense qu'on a déjà statué qu'on prendrait 5 secondes de plus pour les départs, pour permettre aux pilotes, aux voitures de construire la pression dans le turbo. Ça, c'est problématique. Ferrari, eux, ont trouvé un problème. Ont réglé le problème. N'ont pas réglé le problème, mais ont pas moins de problèmes parce que eux, leur turbo est plus petit. Ce qui fait qu'il est plus facile à créer une pression dedans. Le problème qui va arriver, probablement, c'est que quand ils vont arriver dans des circuits Monza, c'est pas Francorchamps, peut-être même Montréal aussi, ben là, on va peut-être manquer de jus dans le turbo pour faire toute la ligne droite. Donc, c'est à voir, mais Ferrari, au niveau des départs, là, c'est des canons, c'est des fusées. On l'a vu durant les essais. Durant ces essais-là, ben, je vais faire les tours effectués à Barcelone et à Bahreïn. Donc, en total, pour les essais, Mercedes a fait 1214 tours. Donc, c'est pas pour rien qu'on retrouve à l'avant. Haas, 1185. Ensuite, c'est Ferrari avec 1182. McLaren avec 1105. Racing Bulls, 1051. Alpine, 1024. Red Bull, 976. Ils ont eu quelques problèmes chez Red Bull. Comme vous avez remarqué, Verstappen n'était pas là à un certain moment aussi. Audi, 953. Williams, 790. Cadillac, 750. Et Aston Martin, 400 seulement. Alors, vous avez vu que tous les problèmes qu'Aston Martin, là, j'en ai parlé, touché quelques mots. Écoute, ils ont eu tellement de problèmes. Bon, comme je disais, le moteur ne fitait pas dans la voiture, dans le châssis. On a dû modifier tout ça. D'ailleurs, vous allez voir des images. Il y avait des petites sorties où le capot moteur qu'on a dû modifier. On a mis des ouïes, des fentes parce qu'on avait un problème de surchauffe du moteur Honda. Donc, on a dû mettre des ailettes pour évacuer la chaleur du capot moteur. Puis le gros problème qu'on a chez Honda, ils ont raté tout le moteur Honda. C'est un gros raté. La récupération, le moteur doit être capable de récupérer 250 kWh. La plupart des écuries, c'est plus de 300 kWh qui sont capables de récupérer en énergie, sauf Honda, qui sont même pas capables d'aller chercher le minimum 250 kWh. Je pense que c'est autour de 210-215. Le maximum qu'on a été capable de récupérer avec le moteur Honda. Donc, c'est pas évident. Moi qui disais que je voyais ça, j'ai dit Adrian Newey va nous faire un châssis incroyable. Et puis il est incroyable aussi son châssis. Là. C'est même pas un problème de châssis. C'est ça le pire. C'est vraiment le moteur Honda qui est pas là. Il n'y a pas de puissance. Il manque, je pense qu'il manque comme 10-15 chevaux.
sont 4 secondes plus lents que tout le monde. Ça, Lance Stroll l'a dit. C'était confirmé par Alonso par la suite. Vraiment pas évident. Vraiment pas évident. J'aimerais pas être chez Aston Martin. Moi qui les voyais comme les favoris cette saison. C'est vraiment pas le cas. Le moteur Honda a été complet. Ils n'ont presque pas tourné durant les derniers essais à Bahreïn. Après avoir manqué les 3 premières journées à Barcelone. À Bahreïn, là, ils ont pratiquement pas tourné. La dernière journée, ils n'ont pas tourné. Ce qui arrive, c'est qu'on a fait des changements, on a réparé la voiture, puis là, on manque de pièces de rechange pour le moteur. Donc, c'est ça. Donc, on n'avait plus de pièces de rechange, donc on a abandonné, on lui a envoyé le moteur à l'usine d'Honda, puis là, Honda va retravailler le moteur au complet pour arriver avec un nouveau moteur pour Melbourne, le lancement de la saison. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais il ne faut pas s'attendre à grand-chose de chez Aston Martin cette année, ce qui est inacceptable selon moi. Ça a déjà été une écurie qui était parmi les 3-4 premières meilleures écuries. C'est toute une gifle pour Aston Martin cette saison. Il y a eu aussi des problèmes de boîte de vitesse. Certaines écuries ont eu des problèmes de boîte. Pourquoi? Ben, on freine un peu moins fort, puis on va rétrograder et on utilise le moteur pour charger les batteries. Comme ça, ben, en freinant moins, ben, en faisant révolutionner le moteur en rétrogradant, ben, on peut réussir à recharger la batterie plus rapidement. Ça, c'est un petit truc que les pilotes ont découvert, sauf que c'est très dur sur les boîtes de vitesse. Donc, on a explosé quelques boîtes de vitesse. Aston Martin, qui fabrique sa propre boîte de vitesse, a eu des problèmes aussi à ce niveau-là. Parce qu'on essaie de trouver tous les moyens inimaginables pour recharger les batteries qu'on n'était pas capable de faire avec le moteur Honda. Puis, ça va être une saison très longue chez Aston Martin. Petit ordre des écuries, à quoi s'attendre cette année. Bon, c'est hypothétique parce que c'est sûr que durant les essais hivernaux, les écuries se gardent tout le temps une petite gêne. On ne veut pas dévoiler toutes nos cartes lors des essais. On va dévoiler tout ça à Barcelone, pas à Barcelone, mais à Melbourne, en Australie, lors du premier Grand Prix de la saison. Mais à la lumière des essais qu'on a vus, j'ai fait un petit top 11 en fait, des écuries à surveiller, des écuries qui vont être à surveiller à Melbourne. Ben, c'est sûr que Mercedes était là depuis le début à l'avant, donc puis avec le moteur supposément plus rapide, plus puissant, ben on peut s'attendre à de belles choses pour les deux pilotes Mercedes. Ensuite, l'écurie Ferrari, qui a encore une fois avec l'aileron qui est réversible, comme je dis souvent, et les départs canons qu'ils connaissent, je pense ça pourrait être très intéressant. Ensuite, McLaren. McLaren, on n'a pas entendu beaucoup. McLaren. Il y a Norris qui a critiqué un petit peu les nouvelles voitures, qui disait lui aussi que c'était pas aussi plaisant à piloter. Bon, beaucoup de gestion et tout. Mais les McLaren, on n'a pas entendu beaucoup parler, mais je pense qu'ils cachent bien leur jeu. Je pense qu'on pourrait les voir très bien faire de Melbourne. Red Bull qui n'arrête pas de dire non, on n'est pas dans les meilleurs. Eux-mêmes essaient de mettre la barre très basse pour eux, mais je pense qu'ils vont être là. Je pense que ça, c'est les 4 meilleures écuries qu'on va voir régulièrement à l'avant. Par la suite, ben, il y a Racing Bulls qui fait très bien, qui ont le même moteur. Puis ça, c'est surprenant parce que Red Bull et Racing Bulls ont leur moteur à eux. C'est nouveau. Première fois qu'on fabrique un moteur avec Ford. Puis ça semble bien fonctionner. Ils ont eu des petits problèmes de fiabilité, mais ça semble bien. Donc Racing Bulls, ensuite Haas, pour moi, va être à surveiller aussi. Ils ont été là tout le long du week-end, à chaque week-end, à chaque test, chaque essai, séance d'essai, ils étaient là. Comme j'ai dit, ils ont beaucoup tourné.
Ensuite, Alpine. Alpine n'a pas négligé non plus. Je m'attendais à qu'Alpine se dévoile ou s'en sorte mieux cette saison, mais bon, force est d'admettre qu'on va rester à peu près où on était l'an dernier, peut-être un peu mieux que l'an dernier. Williams qui avait très bien fini la saison dernière, là c'est plus difficile avec le châssis et tout, mais ils ont un bon moteur, ils ont le moteur Mercedes, donc on peut s'attendre à de belles choses et d'une amélioration constante. Là, c'est sûr que là, il va avoir, ça peut changer durant la saison. C'est pour ça que là, je parle de Melbourne, mais ça va changer durant la saison. Là, on va apporter des améliorations, puis il y a des choses qu'on va comprendre après le Grand Prix d'Australie. Et là, les ingénieurs, là, ça va être une bagarre d'ingénieurs. Ensuite, Audi qui est l'ancienne écurie Sauber, qui a très bien fait aussi, qui ont beaucoup roulé. Et par la suite, on termine avec Aston Martin et Cadillac. Cadillac est sa première saison en Formule 1, donc c'est normal un petit peu. Puis je mettrais ça presque ex aequo avec Aston Martin. C'est pas drôle, là. Mais c'est ça quand même. Donc, ça serait ça, moi, mes écuries à privilégier pour Melbourne. Je dis bien Melbourne, pas pour la saison. Parce que c'est sûr qu'après, là, il va y avoir une guerre d'ingénieurs qui va se faire, puis il va y avoir des améliorations à chaque Grand Prix, puis même à chaque séance. Puis on va voir là, le peloton là, changer, l'ordre préétabli va changer très certainement durant la saison. Mais pour Melbourne, moi c'est Mercedes, Ferrari, McLaren, puis Red Bull à surveiller. Donc, c'est ça, c'est déjà lancé. Je pense qu'on a parlé de tout. Puis j'ai hâte de voir si on va voir ce qu'on a vu un peu en essai, c'est-à-dire un pilote qui conserve son énergie, son électricité, puis qui ne veut pas rouler trop vite, puis t'as l'autre qui est à fond, qui a le bouton boost et qui va le dépasser comme s'il était arrêté. Puis par la suite, ils vont se redépasser le tour d'ensuite parce que ça va être au tour de l'autre d'économiser de l'énergie. Ça va être assez particulier comme Grand Prix d'Australie. Il va sûrement avoir de la casse aussi, des problèmes de fiabilité, sûrement. Mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, tu sais, comment on va gérer cette énergie-là. Comment on va faire pour gérer ça. C'est sûr qu'il n'y a pas de grosse ligne droite à Melbourne. C'est un circuit qui se prête bien, je pense, à ce type de moteur-là, mais comment on va faire, tu sais, comment on va faire à Spa-Francorchamps, comment on va faire à Monza, la longue ligne droite, est-ce qu'on va être capable de se rendre jusqu'au bout sans manquer d'énergie. L'avenir nous le dira, mais c'est particulier. C'est particulier. On s'attendait que ce soit complexe. Les pilotes et les ingénieurs s'attendaient à ça certainement, mais je pense pas qu'ils s'attendaient que ce soit aussi complexe que ça. Donc, il va peut-être avoir des changements aussi au niveau règlement, au niveau des règles, au niveau technique durant la saison aussi, pour si on voit qu'il y a un problème au niveau surtout des moteurs et des batteries. Donc, mais bon, on peut pas avoir plus hâte que le premier Grand Prix ait lieu dans une couple de semaines. Voir où vont être Aston Martin avec le nouveau moteur qu'on est supposé d'amener à Melbourne, comment vont se comporter les pilotes, la nouvelle écurie Cadillac avec deux bons pilotes, là, c'est quand même Perez et Bottas, là, c'est pas rien. J'ai vraiment hâte de voir, fait que c'est ça, on va se revoir pour ce premier, après cette première Grand Prix de la saison, après Melbourne, on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé, puis j'ai bien hâte de vous retrouver. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous pour nous encourager, likez les vidéos, abonnez-vous pour ne rien manquer, puis voir nos prochaines capsules. Et puis, d'ici là, bonne course.